Les services de renseignement américains surveillaient de près les organisations nationalistes ukrainiennes comme source possible de contre-espionnage contre l'Union soviétique. Les documents de la CIA qui viennent d'être déclassifiés montrent les liens étroits et durables entre les services de renseignement américains et les nationalistes ukrainiens depuis 1946. D'après le rapport de l'agence de la CIA, il est clair qu'ils ne se sont pas trompés sur la nature des organisations nationalistes ukrainiennes ou sur leur chef, Stefan Bandera lui-même. Selon un rapport de l'OSS datant de septembre 1945, Bandera s'était forgé une réputation féroce pour avoir fait régner la terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Bandera et d'autres dirigeants nazis ukrainiens ont fui en Europe, où la CIA les a aidés à se cacher. La CIA a par la suite informé le service d'immigration et de naturalisation qu'elle avait caché Stefan Bandera et d'autres Ukrainiens aux Soviétiques. Les opérations impliquant des Ukrainiens se sont poursuivies pendant de nombreuses années. Le procès de Nuremberg de 1945 et 1946 ont traduit en justice les dirigeants politiques, économiques et militaires de l'Allemagne fasciste et ont révélé au monde le visage monstrueux du nazisme et les crimes qu'ils ont commis. Mais les nazis ukrainiens n'ont pas connu le même sort et certains se sont même vus accorder des indulgences par la CIA. En 1954, la CIA excusait les activités illégales de la branche sécurité de l'UVO au nom de la nécessité de faire face à la guerre froide. En 1949, Mykola Lebed, l'homme responsable des massacres en Pologne, a été transféré aux États-Unis car il est mort en 1998 sans jamais faire l'objet d'une enquête ou de poursuite en tant que criminel de guerre. En 1952, la CIA a pris des mesures pour protéger le leader nationaliste ukrainien Mykola Lebed d'une enquête criminelle menée par le service d'immigration et de naturalisation. Peut-être que Bandera avait perdu son utilité pour les États-Unis ou peut-être que les agents du KGB ont été plus malins que la CIA, mais en 1959, Stefan Bandera, le leader des nationalistes ukrainiens, a été tué à Munich où il se cachait sous le nom de Stefan Popol. Il serait juste de dire que Bandera est devenu un symbole majeur du nationalisme ukrainien par pur hasard, car il n'était ni son seul leader, ni le plus puissant. Dmytro Dontsov était le père de la doctrine totalitaire d'extrême droite en Ukraine. Andriy Melnik était le chef d'une autre faction de l'UVO. Roman Shukevich était le général de l'armée insurrectionnelle ukrainienne et d'autres ont largement contribué au mouvement. La dangereuse idéologie de Bandera, réprimée par les autorités communistes mais soutenue par des forces extérieures, n'est jamais vraiment morte. Les graines du nationalisme ukrainien ont été transmises de génération en génération. Malheureusement, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne s'épanouissent à nouveau. En 1954, le territoire de l'Ukraine s'est encore élargi lorsque Nikita Khrouchtchev, le dirigeant de l'URSS et ukrainien lui-même, a généreusement donné la région de Crimée à l'Ukraine. Une fois lancée, une guerre ne choisit pas ses victimes. Nous apprenons à l'instant que la Malaysian Airlines vient de confirmer qu'elle a perdu le contact avec l'un de ses avions. L'avion a en effet été abattu par un missile alors qu'il volait à haute altitude au-dessus de l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe. On craint que le nombre de victimes s'élève à 298, toutes mortes. C'était un meurtre, c'était un crime. Il y a eu cette étrange nonchalance à chercher des réponses. Il y a eu un rapport très limité, publié quelques mois après l'événement. Mais depuis, ils ont dit que le prochain rapport serait pour le premier anniversaire de l'événement. Mais vous traitez une enquête criminelle avant qu'elle ne devienne une affaire classée. Il y a donc eu cet élément curieux. Pourquoi n'y a-t-il pas une plus grande pression de la part des médias et des gouvernements occidentaux pour répondre à ces questions ? Mais même sans réponse, les doigts ont été pointés immédiatement. Ce n'est pas un accident qui se produit en raison du soutien russe. Les preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile terroriste de surface lancé depuis une zone contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine. Et certainement, l'État sur le territoire duquel cela s'est produit porte la responsabilité de cette horrible tragédie. Le Boeing malaisien n'est pas le premier avion à jouer un rôle important dans les relations américano-russes. Le 1er septembre 1983, le vol 7 de Korean Airlines, reliant New York à Séoul via Anchorage, a été abattu par un avion d'interception soviétique au-dessus du territoire de l'URSS dans la mer du Japon.
Il n'y avait absolument aucune justification, ni juridique ni morale, à ce que les Soviétiques ont fait. La tragédie du Boeing coréen a été considérée comme une occasion parfaite pour démontrer la puissance militaire de l'OTAN dans une proximité dangereuse avec les Soviétiques. Le 2 novembre 1983, l'OTAN a lancé Abel Archer, un exercice de poste de commandement de 10 jours, simulant une escalade du conflit, aboutissant à une attaque nucléaire. Il a été suivi par le placement de 2 missiles nucléaires Pershing en Europe. Ce que Reagan n'a pas pris en considération, c'est la réaction paranoïaque excessive des Soviétiques. Un rapport récemment déclassifié des services de renseignement américains montre que pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, le monde était à 2 doigts de la guerre nucléaire. Tout comme en 1983, le crash du Boeing malaisien a été utilisé contre l'ennemi. Une nouvelle vague de sanctions a frappé la Russie immédiatement après la tragédie. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions dans les secteurs clés de l'économie russe. Presque 1 an et 3 mois plus tard, le Conseil de sécurité néerlandais a publié un rapport. Mesdames et messieurs, le vol MH17 s'est écrasé à cause d'une ogive de 9M314M1 qui a explosé à l'extérieur de l'avion au-dessus du côté gauche du cockpit. Le rapport n'accusait aucun groupe ou personne en particulier et estimait qu'une zone très large de 320 km était la zone dans laquelle le missile avait été tiré. Dans le même temps, le fabricant russe des missiles Buk a mené sa propre enquête indépendante. Les résultats de l'expérience ont réfuté les conclusions du Conseil de sécurité néerlandais concernant le type de missile et le site du lancement. Pendant l'expérience, ils ont fait exploser un avion de ligne hors service avec un missile de type Buk et sont arrivés à la conclusion que l'avion malaisien a été abattu par un ancien type de missile qui n'est plus utilisé par la Russie, mais qui est toujours en possession de l'Ukraine. La société affirme que le missile a été lancé depuis le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne. On pourrait s'attendre à ce que ces résultats controversés suscitent à nouveau l'intérêt du public pour l'enquête. Mais la tragédie du vol malaisien MH17 avait déjà joué son rôle dans le grand jeu géopolitique. Elle a donc été vite oubliée.